Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Une semaine après la mise en place de la stratégie gouvernementale de riposte contre la propagation de la pandémie de coronavirus au Cameroun, le pays enregistre ce jour son premier décès du Covid-19. Pour le docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, il s'agit du patient 3 venu d'Italie et déjà très touché par la maladie. Un décès qui intervient 24 heures après un autre, survenu cette fois à Douala, dont des membres de la famille avaient rapidement rangé dans le registre des victimes de la terrible pandémie. Bien que le corps ait été porté en terre quelques heures après le décès par un personnel de santé en tenue adéquate, pour le gouvernement, ce n'est que ce jour, 24 mars 2020, que le Cameroun a enregistré son premier décès et suite du Covid-19. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée une fois de plus par Cédric Nouffelé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Et tout de suite, c'est le fait du jour. Coronavirus au Cameroun, le premier décès. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec le docteur Herero Diengwe. Bonsoir docteur. Bonsoir Serge Alain. Bienvenue, j'ai dû vous arracher comme ça. Ben, vous avez votre tâche, vous avez accepté venir sur le plateau d'Equinox Soir ce soir. Je crois qu'il y a des instants, des moments dans une nation où la priorité doit être prise à sa juste mesure, oui, et que les enjeux de sécurité, les enjeux de vie pour nos concitoyens sont au-dessus de toute autre forme de priorité. Donc c'est sans hésiter que, sachant ce qui était à l'ordre du jour pour le débrief, je me suis défait de ce qui était au programme, c'est-à-dire une attention qui est souvent prolongée au chevet de nos patients, pour me rendre au service peut-être d'un plus grand nombre encore de potentiels patients. Docteur Herero, vous êtes psychopathologiste, psychothérapeute, psychologue, clinicien. Oui, c'est... Entre autres. C'est la santé mentale sur son versant non pharmacologique. Et donc il est question en tant que psychopathologiste de décrire et d'expliquer les comportements qui viennent tous, comme on le sait, du cerveau et qui malheureusement ne sont pas toujours des comportements adaptés. Et donc dans une situation comme celle-ci, on peut être exposé à la production un peu anarchique de réactions qui sont inadaptées. Et en psychopathologie, on aura la possibilité de les évaluer. Et si on devait les modifier, ces comportements, les ajuster, les mettre en adéquation avec la réalité, alors on userait des stratégies techniques qui se trouvent cette fois-ci du côté du métier de psychothérapeute. Ok, je vous accueille avec ça, cette solution alcoolique. Merci pour ma sécurité. Voilà, en face de vous, docteur Jean-Paul, Jean-Paul, je préfère. Bienvenue. Merci. Vous êtes anesthésiste réanimateur, c'est bien cela, président de la Société camerounaise Anesthésie et Réanimation. Ça va, c'est bien vrai. Voilà. Vous ça également. Ah, merci. Voilà. Pour les nouvelles règles d'usage, merci beaucoup. Voilà, docteur Herero Diengwe, vous avez parlé des réactions inadaptées. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, les familles qui sont touchées, on va le dire, comment ça se passe dans ces familles? Avant qu'on ne voit les cas de décès, est-ce qu'au niveau, déjà, le fait de savoir qu'on est positif peut amener à un certain comportement? Je crois que ça commence un peu plus en amont que ça. Oui. C'est-à-dire qu'être positif, on peut être positif et l'ignorer. Oui. Ça veut dire qu'on peut ne pas savoir qu'on est affecté par quelque chose de potentiellement ou éminemment mortel. Et en général, quand on l'ignore,
le fonctionnement ou le comportement de la personne peut ressembler au comportement qu'il a d'habitude. Donc, si le comportement change, c'est que quelque chose est monté à la conscience. Et cette chose envoie un message qui est un message de danger, c'est-à-dire l'insécurité par rapport au risque de disparaître. Parce que c'est en fait ça, le cerveau n'arrive pas à contenir ça parce que son rôle premier, le rôle du cerveau, c'est de garantir la sécurité et la survie de l'animal que nous sommes. Et c'est vrai chez tous les animaux. Donc, chaque fois qu'il y aura un signal qui sera perçu ou interprété comme une éventualité, un risque de disparaître, de mourir, alors le cerveau va mettre en branle tous les mécanismes qui sont archaïques, qui sont automatiques, pour éviter de disparaître, pour éviter de mourir. Or, en général, sur le plan mental, nous essayons de résoudre les problèmes en réfléchissant. Or, la partie du cerveau qui réfléchit, c'est une partie qui est un peu précaire, elle est minime par rapport à la partie du cerveau qui garantit la sécurité et la vie. C'est-à-dire que pour rester en vie, on n'a pas besoin d'être un surdoué. Pour rester en vie, on n'a pas besoin d'être un prix Nobel. Pour rester en vie, il faut juste être vivant et être capable de sentir ce qui est confortable, ce qui n'est pas confortable, ce qui est dangereux, ce qui n'est pas dangereux. Donc, chaque fois qu'il y a un signal qui envoie la menace du danger, la partie qui réfléchit a tendance à aller en arrière-plan. Et c'est la partie du cerveau qui est en charge de la sécurité qui vient au premier plan. Du coup, cette partie-là, qui ne sait pas faire les grands débats, les grands dialogues, etc., qui perdent du temps, agit et envoie des signaux automatisés. Malheureusement, le danger est relatif, c'est-à-dire il y a des degrés, des niveaux de danger, il y a les grades 1, grade 2, grade 3, n'est-ce pas ? Donc pour la sécurité, il faut que j'ai un dispositif qui sache évaluer, qui sache sous-peser, qui m'aide à prendre une décision pour que mon attitude corresponde à la réalité. Malheureusement, quand une information comme celle du Covid, etc., vient, le cerveau perçoit une seule chose. C'est-à-dire que tu es foutu. Et donc, tu es foutu. Il n'y a pas un brin d'espoir qui passe. C'est pas quelque chose de relatif. C'est un absolu. Et quand c'est absolu, il n'y a plus de temps à perdre. On ne réfléchit plus. Donc, c'est la partie archaïque maintenant du cerveau qui va aller malheureusement chercher une stratégie qui n'existe pas, étant donné que le cerveau des animaux fonctionne par acquisition d'expérience et de mémorisation. C'est-à-dire que la solution au problème que je peux avoir aujourd'hui vient des apprentissages que j'ai accumulés, engrangés pendant que j'avançais dans la vie. Si par chance, j'ai été exposé à des situations difficiles, il y a de fortes chances face à un danger aujourd'hui que dans ma mémoire, j'attrape rapidement quelque chose qui va m'aider à y répondre. Or, dans notre mémoire, qui est une mémoire individuelle, mais une mémoire collective aussi, il n'y a pas de précédent, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui ressemble à ça. De telle sorte que, avec une menace, un message comme celui-ci, le cerveau qui s'est déconnecté de la partie qui réfléchit et qui va maintenant dans la partie archaïque du cerveau, le système limbique, le système émotionnel, le cerveau reptilien, chercher une réponse puisque la mémoire se trouve là-bas. Donc, le cerveau va à l'intérieur chercher une réponse. Malheureusement, il n'y a pas de précédent. Donc, il n'y a rien de mémorisé pour que le cerveau puisse s'en servir et dire, tiens, voici ce qu'il faut faire. Donc, le cerveau tourne en rond, il tourne en rond, il tourne en rond, d'où des réactions ou des comportements qui sont inadaptés. Ok. Docteur Sandjon Jean-Paul, vous êtes anesthésiste réanimateur. Lorsque vous voyez, on sait très souvent que les patients arrivent dans un état où... vous, en tant que réanimateur, lorsque ces personnes-là ne reviennent pas à la vie, comment vous vous sentez ? En fait, nous, c'est vrai que dans ma spécialité, nous ne sommes pas en avant-plan de la gestion des grandes catastrophes comme cette pandémie. Donc, les chiffres sont effarants. Et vraiment, l'augmentation exponentielle du nombre de malades. Dans les unités de soins intensifs, effectivement, mais quand vous regardez partout dans le monde, c'est des malades très graves qui nous arrivent. Des malades qui sont atteints d'affections dont le pronostic vital est plus ou moins engagé. Donc il faut mettre en branle des mesures vraiment extrêmement contraignantes et très fortes
pour pouvoir les ramener à une situation acceptable, c'est-à-dire vers la vie. Je veux donc savoir, lorsque vous n'y arrivez pas, vous dites quelque part, vous culpabilisez? Oui, disons qu'on culpabilisait, oui, un peu, parce qu'on a essayé de tout faire, ça n'a pas marché. Nous sommes tous des hommes. Un être vivant, c'est toujours quelque chose de très cher pour tout le monde. Perdre quelqu'un, on perd un peu une partie de soi. Moi, j'estime toujours que notre mission, c'est de sauver des vies, et tant que se peut. Même si la réalité veut autre chose, parce que sur 100 personnes qui n'entrent en rien, dans les meilleurs services du monde, si vous faites un bon score de 25%, vous êtes très bon. Donc il y a quand même 115 qui vont partir. Hein. De votre faute ou pas, il y en a qui partiront. Voilà. Nous allons donc prendre la direction de Bafan, où nous attend le docteur Serge Tchamgoué, un des meilleurs infectiologues. Il est au niveau de la place Bordeaux. Il est au Cameroun en ce moment. Bonsoir, docteur. Oui, docteur, dites-moi, lorsque vous regardez les chiffres aujourd'hui de cette pandémie, qu'est-ce que vous vous dites? Ça se répand, rien n'est fait? Comment faire pour arrêter ça? Je précise que je travaille à la clinique Bordeaux-Douala qui est située à Bali, à Douala, et donc c'est pas la ville de Bordeaux. Donc ces chiffres sont effarants, ces chiffres sont extrêmement importants en termes de nombre de morts par unité de temps. Ils concernent actuellement d'autres pays, et il est important, le principal message qui m'importe moi en tant que Camerounais, c'est de tout faire en tant que clinicien pour participer à l'effort collectif pour que la pandémie ait le moins d'impact chez nous en termes de mort. Il s'agit de la mort, il s'agit de barrer la mort. Et nous devons être tous mobilisés, à la fois nous les soignants et les usagers non soignants, tous les Camerounais, pour sur le versant prévention, pour éviter qu'il y ait beaucoup de morts. Donc c'est le sentiment qui m'anime en premier. Oui, on va revenir à vous, docteur Tchamgoué, dans un instant. D'abord vous, docteur Sandion. Aujourd'hui, comme dit le ministre de la Santé, c'est le premier décès. Alors que les chiffres ne font que monter, les cas. Il y a une semaine, il annonçait que les 2 premiers patients étaient sortis de l'isolement et avaient recouvert la vie. Est-ce que c'est positif? On ne va pas dire un seul décès. Contrairement aux autres, on voit ce qui se passe en Italie, en France. Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir quand même? En fait, moi, je pense qu'il y a un seul décès jusqu'à cette date. Moi, je pense que c'est un signal très fort. Oui. Parce que je suis convaincu que les chiffres officiels annoncés ne traduisent pas la réalité sur le terrain. Quand je dis la réalité, parce que jusqu'à aujourd'hui, l'organisation, le plan de riposte de notre pays se confine autour peut-être de Yaoundé avec ses outils de travail. Oui. Nous avons quand même 10 régions pour lesquelles il faut quand même essayer de jeter un coup de voir ce qui se passe. Et maintenant, le littoral ou bien l'ouest à travers Bafoussam est déjà pointé en ligne de régions les plus affectées. Mais sous le prisme de l'AREA, nous, on agit en amont un peu, dans le sens, nous attendons au pire, parce que nous n'avons pas encore atteint l'épicentre de cette pandémie. C'est-à-dire qu'il faut déjà très rapidement mettre sur place une organisation efficace, afin, vraiment, le moment venu, dans les 1 mois qui suivent, répondre d'une manière efficace. C'est vrai qu'au niveau de cette activité purement clinique et hospitalière, l'offre, vraiment, au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas se voiler les yeux, que nous pouvons donner n'est pas suffisamment étoffée pour répondre à la demande. C'est pour ça que nous essayons de travailler en vous, dans le département RIA, est-ce qu'il y a assez d'appareils respiratoires pour pouvoir parer à une éventuelle... Bon, je vais vous donner quand même des valeurs indicatives pour que vous compreniez à notre niveau notre inquiétude. Si on s'en tient à la région du littoral, c'est-à-dire Douala seul, nous avons avec des collègues fait l'inventaire local de la réponse des structures susceptibles de donner quand même des soins acceptables pour les malades graves. Je peux vous dire qu'en termes de lits, parce que nous on parle de lits de réa, oui, nous n'avons pas 14 lits capables de répondre à un afflux massif.
Et c'est très grave. C'est pour ça que nous, on préfère agir en amont, c'est-à-dire vraiment intervenir dans le circuit du malade, c'est-à-dire l'identification de ceux qui peuvent être soignés, peut-être en isolement, l'identification du cantonnement de certains malades qui peuvent être soignés extra-hospitaliers, et maintenant, se focaliser sur ceux qui ne peuvent être soignés en milieu hospitalier. C'est très important, cette phase de cri. C'est ce que nous faisons même dans un autre contexte, c'est-à-dire des accidents graves comme l'accident des ECA en 2016. Oui. Vous avez un afflux de malades. On ne peut pas soigner tout le monde au même moment. Il faut mettre une stratégie d'approche efficace. C'est pour ça qu'à travers notre société savante, nous sommes en train de travailler pour mettre en place des algorithmes de cri même d'ailleurs. Quel est le malade moyen atteint de sa pneumopathie virale qui sera admis en milieu hospitalier? Quel est celui qui sera en confinement, en isolement? Quel est celui qui sera regroupé peut-être dans des centres de soins et soigné à travers le diagnostic fort? Parce que ce n'est pas tous les malades qui seront à l'hôpital. Et quand je vous dis qu'on n'a que 14 lits, regardons les ressources humaines. Ça, c'est un aspect que vous ne voyez pas beaucoup. Si je vous dis au Cameroun, il y a 40 réanimateurs, peut-être pour 5 millions d'habitants, ce n'est même pas le nombre d'un service dans un pays normal. Quand je vous dis qu'il y a des infirmiers... La plupart, forcément, à Douala et à Yaoundé. Mais à Douala et à Yaoundé... Et le reste du Cameroun? Disons peut-être à Garoua ou à Bafoussam. Ils ne pourront pas travailler. Donc nous attirons, nous sonnons vraiment fort vers le gouvernement. Attention, nous, on doit commencer un volet de formation. Rappeler les jeunes médecins, même en formation, pour leur donner les basiques. Parce que ça, c'est clair et net que si vous faites même des centres de confinement. Moi, j'ai essayé le 15-10, dont parle le ministre depuis hier, faire des simulations. Alors, quand vous vous rendez compte qu'en faisant ces simulations, vous n'avez pas votre vis-à-vis en ligne. Pourtant, le 15-10, c'est l'accès déjà à l'information médicale. Quand vous savez même déjà que les centres de confinement Douala Yaoundé indiqués par le ministère, la première question qui vous renvoie là, qui fait le cri? Qui est derrière? Quel est celui qui oriente? Ça, c'est fondamentalement important parce que ça nous permet déjà de faire les guillages. C'est-à-dire, ceux qui seront peut-être rassurés parce qu'ils ont eu peur, ils ont un peu fait de la fièvre, ils ont un peu toussé, qu'est-ce qu'on peut leur dire en réponse et qui soit fiable et crédible? Et maintenant, ceux qui doivent passer par un screening, c'est-à-dire une consultation, même fut-elle externe, et qui doivent être retenus ou retournés à la maison, ça c'est très important. Et maintenant, ceux qui sont vraiment dans une situation médicale où il faut faire quelque chose, qu'est-ce que nous leur offrons comme soin? En veillant sur quelque chose de fondamental, c'est la sécurité du personnel médical. Vous savez, nous travaillons sur un terrain particulier. C'est des malades hyper infectés avec des surinfections graves. Maintenant, vous dites à ce médecin, à ce infirmier de travailler dans un environnement agressif sur le plan santé, dont même son pronostic vital peut être engagé, mais c'est un autre type de problème qu'il faut régler maintenant, avant d'atteindre, je vous dis, l'épicentre de cette pandémie. C'est ça qui nous fait plus peur que ça. Vous voyez, on bavarde, on fait des gros discours, c'est bien beau. Les mesures de prévention, c'est bien beau, qui sont plus ou moins respectées, mais les chiffres vous interpellent. On a fait ces mesures, le gouvernement a décrit les 13 mesures, on double les chiffres. Donc ça veut dire qu'il y a échappement. Okay. Il faut se regarder dans les yeux. Voilà. Donc, oui, docteur Djengwe, on parle du premier cas, le décès, il est là. On sait forcément que pour ce type de décès, la famille, on voit ce qui se passe en Europe, ils sont incinérés, les corps. Comment la famille gère ça? Nous sommes des Bantous, nous sommes en Afrique. Comment on gère ce genre de rupture avec son mort, on va le dire comme ça? J'aurais presque envie de dire, Serge Alain, que avant de mourir, on est vivant. Oui. Et donc, la question du deuil est une question qui se pose, évidemment, parce qu'une fois que quelqu'un est parti, il va falloir en faire quelque chose. Mais l'urgence aujourd'hui, on peut se demander si l'urgence sur le plan psychologique même, c'est celle d'enterrer quelqu'un ou bien de faire quelque chose de sa sépulture, ou alors, même pour ceux qui sont encore là, de tout faire pour rester vivant. Oui. Parce que la question aujourd'hui, c'est celle-là. On est en danger. Vivant, oui. On est en danger et il est question de tout faire pour rester vivant. Et c'est valable pour tout le monde. Donc, le docteur Sanjon l'a fort bien souligné. Il y a un aspect qu'on va peut-être ignorer, mais ceux qui sont en première ligne, notamment les soignants, le personnel soignant. Oui, oui. Moi, je travaille dans la prise en charge psychologique, dans la santé mentale du personnel à l'hôpital La Quintini. Donc, ceux qui sont en première ligne, ce sont les soignants. Au moment où ils vont être exposés par des personnes qui arrivent en consultation externe, par exemple,
avec des préoccupations comme celle-là. Donc, quand quelqu'un est infecté, il peut déjà transmettre, n'est-ce pas? Bon, donc, quelqu'un va arriver avec des difficultés respiratoires, des douleurs, des signes qui l'ont poussé à aller consulter. Mais avant qu'on ne mette en place un dispositif qui va le protéger et protéger le personnel qui l'accueille et qui le gère, qu'est-ce qui nous dit qu'à son passage, ne serait-ce que sur cet itinéraire de quelques mètres là, il n'aura pas déjà transmis à un nombre important de personnel et de professionnels ce virus? Ça, c'est une première question. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui est mis en place? Et ça ne concerne pas l'hôpital La Quintinie, ça concerne les personnels soignants dans nos formations hospitalières pour que le soignant ne soit pas la première victime, n'est-ce pas? Dans la mesure où, au titre de son métier et de son serment, la personne qui arrive en détresse et en danger mérite d'être prise en main, prise en soin et si possible le plus urgemment, n'est-ce pas, qu'il soit. Donc, étant donné que le danger concerne les êtres humains que nous sommes, le soignant étant un être humain, il est au même titre exposé que la victime préoccupée qui arrive là. Est-ce que ce soignant-là, du point de vue psychologique, a le droit de s'inquiéter pour sa propre vie? Est-ce que ce soignant, du point de vue psychologique, a le droit de développer, n'est-ce pas, un stress, une anxiété, voire des réactions paniques? Est-ce que ce soignant-là, en s'efforçant et en s'inspirant de toutes les valeurs, de toutes les croyances, tu aimeras ton prochain comme toi-même, etc., en s'inspirant de ça pour sauver à tout prix, n'est-ce pas, son patient, n'est pas susceptible, alors qu'il veut tout faire pour sauver son patient, de commettre même des erreurs? Parce que quand on est angoissé, quand on est stressé, l'algorithme a beau être simple, la panique, l'angoisse, la peur, les inquiétudes, l'anxiété, c'est un facteur de contre-performance. Donc, qu'est-ce qui va garantir dans ces circonstances que le soignant soit vraiment en capacité d'offrir ce qu'on a de mieux, n'est-ce pas, à offrir? Docteur Chamgwe, on revient à vous. Tout à l'heure, là, la technique nous a signalé on avait quelques petits soucis à vous avoir, docteur Chamgwe. Quels sont les signes qui devraient pousser un Camerounais à aller se faire consulter? On veut comprendre. Quels sont les signes? Les signes cliniques qui servent d'alerte, c'est d'avoir un patient qui a de la fièvre, température au-dessus de 38,2, qui est gêné pour respirer, donc qui a un essoufflement, qui tousse. Et si en plus cette personne a été en contact avec un patient ou quelqu'un dans l'entourage qui est revenu d'un pays à endémie coronavirus, ça devient un cas qui est tout à fait possible. Et il est important que cette personne puisse avoir un conseil. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que il faut éviter la panique. Il faut bien rappeler aux uns et aux autres les éléments qui favorisent la contamination d'une tierce personne. C'est les mains et les gouttelettes de sécrétion du nuage qui a été émis lorsque la personne a toussé. Et donc, clairement, si nous faisons attention avec les mesures barrières, on limite le risque d'être concerné. Donc, mais pour répondre complètement à votre question, donc, il faut savoir qu'une fois que les personnes ont ces symptômes-là, 80% d'entre elles évolueront vers une forme non grave. C'est-à-dire, il ne va pas y avoir d'atteinte respiratoire sévère qui nécessite de l'oxygène, comme disait le docteur Sandian tout à l'heure. Et il est donc important, dans ce contexte-là, de ne pas se précipiter pour essayer de savoir si on a coronavirus ou pas, parce que sinon on va engorger les formations sanitaires, on va engorger les consultations, y compris pour des formes possiblement de coronavirus peu symptomatiques, peu graves, mais également pour les autres maladies qui peuvent toucher l'arbre respiratoire, mais qui ne sont pas coronavirus.
Donc, il est très, très important que nous ne soyons pas, même dans le contexte d'épidémie croissante actuellement, dans une espèce d'anxiété, et j'apprécie bien les explications du psychologue, et de panique qui va finir par créer de l'irrationnel et engorger les consultants ou les téléphones et autres. Tant que la personne n'a pas des signes cliniques qui peuvent justifier le fait qu'il y ait une assistance ventilatoire ou qu'il ait besoin d'oxygène. Voilà, donc, Dr Thiamgoué, une fois de plus, le gouvernement a sorti un certain nombre de mesures pour limiter la propagation du virus. Est-ce que ces mesures, selon vous, peuvent amener le Cameroun comme ça à éviter ce qui se passe, ce qu'on voit en Italie, on voit en France? Les mesures gouvernementales sont très importantes et nous devons suivre les consignes pour la prévention, pour éviter d'être contaminé. Et chaque Camerounais a le pouvoir d'éviter de se contaminer. Et en faisant attention à ce que nous touchons, en se lavant les mains régulièrement, quasiment toutes les heures si c'est possible, et même le plus que possible, et éviter surtout de transporter la main vers la bouche, le nez et le crâne. Et donc d'importer le virus vers les muqueuses aériennes dans lesquelles il va se retrouver, il va se multiplier et il va proliférer. Première mesure, les mains, l'hygiène des mains, éviter d'être contaminé. Chacun d'entre nous doit éviter d'être un relais de la propagation du virus. Et deuxièmement, lorsque quelqu'un tousse auprès de vous, ou même s'il ne tousse pas, respectez la distance d'1 mètre, distanciation sociale. Parce que même si la personne tousse et émet des sécrétions, des gouttelettes de sécrétion dans sa toux, ça va se répandre dans un rayon d'au maximum 50 cm, d'environ 50 cm autour de son nez. Si vous êtes au-delà, vous n'êtes pas concerné. Et ensuite, il y a donc toutes ces mesures nous avons la possibilité, en agissant puissamment, collectivement et en même temps, sur ces mesures de prévention pour éviter la propagation énorme. L'autre élément au plan social, c'est que les Camerounais, chacun d'entre nous doit comprendre qu'on doit restreindre les occasions de diffusion du virus en évitant les réunions habituelles, en évitant de se retrouver à plusieurs, rassemblés quelque part, pour quelque raison que ce soit. Et donc, cette notion de confinement, cette notion de réduction de nos contacts sociaux est indispensable pour pouvoir contribuer à diminuer l'impact de l'épidémie, qui de toute façon chez nous va aussi cogner, hein, il ne faut pas se leurrer, mais nous devons tous contribuer à diminuer donc l'impact de cette épidémie en termes de morts dans les semaines et mois à venir. Voilà, docteur Sanjon, une 60aine de cas testés positifs, un décès selon le ministère de la Santé. Est-ce que vous pensez, comme vos confrères de l'autre côté de la France, de l'Italie, que la meilleure solution, c'est, comme on dit, il faut rester à la maison? C'est possible dans notre contexte pour éviter la propagation? Je vais faire un petit commentaire parce que, me référant à ce qui s'est passé en Italie et en France, vous avez vu qu'en février, on vous donne des chiffres, hein, diagnostiqué 24 malades, disons le 20 février, 2 semaines, vous êtes à 4000 diagnostiqués positifs. Vous allez en France, même chose, l'indiscipline et autres, a fait à ce qu'on a eu un facteur multiplicatif hyper important. Quand on dit dans mon pays, il y a déjà 60. Je vous dis, nous sommes à 60, disons, au jour d'aujourd'hui, 24 mars. Moi, si rien n'est fait fortement, imaginez dans 2-3 semaines. Le ministre l'a si bien dit lui-même. Si nous ne sommes pas vigilants, on dit dans 3-4 semaines, nous passerons à 3000 malades. Donc vous voyez, la courbe va extrêmement vite. Donc ce qui fait que je continue à dire que le gouvernement... D'où le confinement, il faut absolument le confinement. Ça c'est clair. Les mesures prises ont montré un peu leurs limites. Prenons même pas à part les directives du chef de gouvernement. On vous dit, mettez-vous à l'écart, le marché, vous ne pouvez pas respecter 1 mètre.
On vous dit laver les mains. Trouvez-vous les points d'eau pour laver les mains avec le savon de Marseille. Ça ne se fait pas. On dit éviter des concentrations dans des véhicules. Les taxis, c'est 8 personnes. On vous dit éviter de saluer les gens dans la rue, porter les masques. Vous voyez à peine une personne qui porte le masque. Ça, c'est déjà des facteurs d'échappement, vraiment objectivés par les chiffres qui grimpent. Donc moi, je pense qu'on ne doit pas seulement s'arrêter à ça. Il faut encore aller plus loin. Pour aller plus loin, ça dit qu'il faut durcir les positions. Quand vous voyez d'autres pays comme le Sénégal qui a même mis déjà le couvre-feu. Oui. La Côte d'Ivoire a mis déjà le couvre-feu. Ça veut dire qu'ils se rendent compte que les mesures ne tiennent plus beaucoup. Il faut passer à une autre phase. Bon, c'est vrai que le confinement... Ils n'ont pas autant de cas testés positifs comme nous. Hein. Ah, encore qu'il faut les tester. Je vous dis au Cameroun, la faiblesse, c'est qu'il n'y a que le centre Pasteur. Parce que si on vient à Douala, on met des postes, que ce soit en public ou en privé, tester tous les malades, tout ce qui chauffe, je suis sûr que les chiffres ne seront pas ce qu'on nous présente. Ce sera excessivement plus élevé. Donc moi, je dis, en médecin, moi, je fais attention. Et c'est à notre réponse, nous sommes Camerounais, nous sommes aussi là pour pouvoir donner à l'administration, aux gouvernants, aux hommes politiques, vraiment les difficultés qui vont arriver, les difficultés qui sont déjà derrière la porte. Il faut déjà commencer à préparer la réponse, la riposte. C'est ça qui est intéressant. Il ne faut pas attendre le jour où il y aura 200 malades pour dire, attends docteur, vous aurez dû mettre les respirateurs, vous aurez dû même nous dire où se trouve l'oxygène, parce qu'en fait, même le circuit d'oxygène, personne n'en parle. Qui donne l'oxygène dans notre pays, qui ne donne pas. Tous finissent par des problèmes respiratoires. Qui dit problème respiratoire, dit approvisionnement en oxygène. Et qui dit approvisionnement en oxygène, le matériel pour donner ne serait-ce que l'oxygène. Oui, on ne regarde pas ça froidement, mais tout le monde dit non, on a dit de rester à la maison, confiné. Oui. Le tout pour moi, ce n'est pas de dire que les enfants n'aillent pas à l'école. Voilà. Si on les met à la maison, ils se retrouvent à 10-15 en train de jouer, courir par-ci, par-là. Les enfants sont à la maison, mais les parents, eux, ils sortent. Les parents, eux, ils sortent, ils ramènent. Vous voyez, il y a des limites. On veut proposer, mais on se rend compte rapidement que ces mesures sont dépassées. C'est-à-dire la réalité vous offre une autre vision. Il faut en tenir compte. Le virus, lui, il ne dort pas. Moi, ça me fait souvent rigoler. Excusez-moi d'être un peu violent. On dit seulement de fermer les bars à 18h. Donc, dans la journée, le virus dort et se réveille à 18h. Moi, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il faut aller encore plus fort. L'État a pour mission de nous protéger. Ils essaient de faire, mais ils doivent s'adapter à l'évolution des comportements. Ouais. C'est ça qui a fait la force peut-être de la Corée, la force de la Chine. Ouais. Ils se sont adaptés à l'évolution des comportements et aux chiffres obtenus. 5e jour, Wuhan, sans cas. Hein. Sans cas. Voilà, sur cette situation, docteur Tiengue, est-ce que le civisme ne pose pas problème? Le gouvernement a mis sur pied 13 mesures, mais on a comme l'impression, comme on le disait sur ce plateau hier, que les Camerounais ne semblent pas avoir pris véritablement la mesure de la chose. Mais je crois que... Beaucoup préconisent même le confinement total, avec la présence même de l'armée. Hein. Quand on donne à choisir entre deux options, une qui est agréable et l'autre qui est désagréable au cerveau, cette possibilité, c'est toujours l'option la moins désagréable qui sera choisie. Oui. Donc, si le confinement, si le cantonnement, si toutes ces restrictions-là sont vécues comme des choses désagréables, difficiles, ben, de manière naturelle, le cerveau y résiste. De telle sorte que si on veut que sur le terrain, ce soit ça qui triomphe, il faut qu'il y ait un rapport de force suffisant pour que cette contrainte-là s'impose, non pas parce que les gens se les imposent volontairement à eux-mêmes, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc, si les dispositions prises par le gouvernement avaient été accompagnées par un dispositif fort qui donne aux concitoyens la sensation qu'on n'a pas de choix parce qu'il n'y a pas d'option, il n'y a pas d'alternative, alors, première chose, tout le monde se résignerait à rester. Ce n'est donc pas par plaisir, c'est par obligation. Donc tout le monde se résignerait à rester confiné. Maintenant, si le but, c'est de conserver les gens à minima en bonne santé et donc les protéger du risque de mourir, ben, il faut aussi qu'en restant à la maison, il n'y ait pas un risque de mourir. Par exemple, de mourir de faim, ou bien de mourir parce qu'ils sont trop dans la promiscuité et entassés dans un environnement où le virus trouve un terrain propice pour se propager. Donc, quelles sont les dispositions qui sont prises au niveau domestique dans chaque maison et puis au niveau collectif pour que les gens n'ayant pas le choix
trouvent quand même la possibilité de se sentir en sécurité. Donc sur ce plan-là, je crois qu'il y a une lacune qui n'est pas seulement une lacune au niveau de la communication gouvernementale, mais qui est aussi une lacune en termes d'infrastructure. Donc, est-ce que les Camerounais ont le loisir, la possibilité de se sentir en sécurité chez eux? Il y a des gens qui ne rentrent chez eux que le plus tard possible, parce que quand ils reviendront chez eux, ils seront entassés les uns sur les autres. Ils n'ont pas d'espace. Donc, ils n'ont surtout pas intérêt à rester à la maison parce qu'ils se sentent plus en sécurité dehors. Donc, l'enfermer chez lui, c'est aggraver son insécurité. Donc, ça semble paradoxal, mais malheureusement, ça fait partie, n'est-ce pas, des phénomènes que l'on peut observer, notamment dans les grandes agglomérations. C'est-à-dire que dans les zones urbaines, comme Douala ou Yaoundé, les grandes villes, le risque que les gens se sentent étouffés et même menacés chez eux est tout aussi grand, tout aussi important que le risque d'être exposé à la transmission du virus en allant au marché, par exemple. C'est la même chose. Ok. On reviendra tout à l'heure parce qu'il est déjà là, Cédric Noufélé. Bonsoir Cédric, au menu ce soir, le journal. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités ce soir. C'est d'abord cette pluie d'hommage à Manu Dibango, légende de la musique mondiale, lui qui s'est éteint à 86 ans des suites du Covid-19 en France. Vous verrez dans ce journal comment des chefs d'État africains et de gouvernement saluent un artiste de renommée internationale, saxophoniste qui a bercé leur enfance et qui a bercé des générations de mélomanes à travers le monde. Vous les écouterez en ouverture du journal de 20h. Nous parlerons de l'Ordre des médecins qui sort de sa réserve pour évoquer le fait que le ministre de la Santé publique est seul dans cette bataille contre le coronavirus. Ils ont du mal, les médecins, à voir une mobilisation, une synergie gouvernementale dans la stratégie de riposte contre la pandémie du coronavirus au Cameroun, une pandémie qui vient de faire un mort officiellement. Nous ferons le point dans le journal de 20h. Et comment d'autres pays africains s'organisent face à une telle pandémie? Le Tchad, pays voisin, a d'ores et déjà fermé tous les espaces marchands dans les principales villes de ce pays voisin. Au Sénégal, le président sénégalais Macky Sall s'exprime au moins pour la deuxième fois, décrétant l'état d'urgence au Sénégal. Et il y a le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, lui aussi, qui a pris d'autres mesures plus drastiques afin d'aller en guerre et limiter les risques de propagation de la pandémie de coronavirus. Nous l'évoquerons dans le journal de 20h. Et ce soir, c'est une conférence conjointe, ministre de la Communication, ministre de la Santé publique, pour décliner les axes de la stratégie de communication et de riposte gouvernementale contre la pandémie avec des innovations annoncées. Nous ferons le point au cœur de ce journal. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le journal de 20h de Cédric. Pour Equinox Soir, deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Nous serons toujours en compagnie de nos trois invités, madame, monsieur. Madame, monsieur, dans un instant, la suite, Equinox Soir. Ce dimanche sur Equinox Télévision. Madame, monsieur, bienvenue une fois de plus sur le plateau d'Equinox Télévision avec votre divertissement du dimanche. Dimanche avec vous. Madame, monsieur, je vous demande d'accueillir ce vous en ce jour mémorable du 1er janvier de l'an de grâce 2012, Emmanuel Njoké Dibango. Vous ne vous retrouvez pas? Manu Dibango. Manu Dibango. Ouh là là, mon gars. Voilà, Manu. Voilà un début d'année. Voilà, merci Manu. Avant de commencer, nous allons un toast. Alors, ça, c'est un honneur. C'est un plaisir. Voilà. Et réellement, pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, mais avec les jus, c'est bon aussi. Hein. Ah oui, il peut faire la même chose à la maison. Voilà, vous pouvez faire la même chose à la maison. Ok, Manu. Et puis, vous souhaitez naturellement que cette année-là, elle soit porteuse d'ondes positives pour les uns, les unes et les autres. Ok, merci. La passion pour la musique et la créativité habite Emmanuel Njoké Dibango depuis sa tendre enfance. Élevé dans une famille d'obédience au protestante.
Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie réservée au débrief du journal. Madame, Monsieur, nous sommes toujours en compagnie du docteur Herero Ndiegwe, du docteur Serge Tiamgwe et du docteur Sandjon Jean-Paul. Je commence par vous, docteur Herero. Bien sûr, on parle de Manu Dibango. Un grand s'en est allé. Quel souvenir vous gardez de ce monument, comme on le dit souvent, de la musique africaine, même mondiale? Plutôt que de souvenirs, je voudrais parler d'avenir en matière justement de mémoire, parce que les souvenirs sont dans le passé, mais la mémoire se construit aussi pour le futur. Donc l'avenir, si on devait s'appuyer sur ce que Manu Dibango a offert à l'humanité, je me permets de le dire en lui donnant toute cette envergure, peut-être que le Cameroun devrait se rappeler qu'il est le berceau de monuments et que l'immortalité, ce n'est pas qu'un mot. Il y a des gens qui peuvent disparaître physiquement, mais qui peuvent véritablement rester immortels, et Manu Dibango en fait partie. Et peut-être que le Cameroun, en prenant la mesure de cette grandeur, de cette dimension de Manu Dibango, et en donnant à la culture et à la musique la valeur que ça aurait mérité d'avoir en permanence et de manière durable, peut-être que le Cameroun serait bien inspiré de créer peut-être un conservatoire national représenté dans chaque région qui porterait tout simplement le nom de Manu Dibango. Et je suis sûr que si le Cameroun se donnait cette ambition-là, mais les ressources humaines, les compétences, les ressources financières, les talents ne manqueraient pas pour faire fonctionner, faire vivre la mémoire de Manu Dibango à travers la permanence éternelle du talent musical et de tous les arts qui sont autour de ça. Voilà, docteur Sandjon, des hommages qui fluent de partout, le président Biya, les autres chefs d'État africains, c'est pour dire ce que représentait l'homme pour tout le continent africain. Oui, Serge Alain, moi je pense que les messages sont très forts. Nous les avons suivis tout à l'heure. C'est un grand homme, un grand musicien, vraiment un très grand ambassadeur de notre pays et qui a porté très haut les valeurs de la musique à travers le monde. Vraiment, c'est avec un pincement au cœur que je découvre que c'est Covid-19 qui l'emporte. Ah oui. J'aurais souhaité que ce soit peut-être une autre pathologie, tranquillement dans son lit. Mais l'actualité aidant, bon, je suis très ému. C'est clair, les Camerounais ne vont pas se remettre de sitôt de cette perte. Parce que vous savez, il y a eu beaucoup d'artistes chez nous, mais il y a Manu Dibango. J'ai souvenir en tant qu'étudiant à l'université de Yaoundé à l'époque, dans son patriotisme, il avait un projet pour mettre en route, je crois qu'une institution musicale à Yaoundé, soit au village, observatoire, bon, qui n'a pas beaucoup fleuri. Je pense que ça l'a boosté, ça l'a fait repartir. Donc nous avons perdu peut-être de peur à son expérience, mais il s'est exprimé ailleurs, il a rebondi encore plus fort. Donc vraiment, je m'incline devant ce message, devant ce corps, et puis je dis, on a encore perdu quelque chose en nous. Voilà, docteur Herero Ndiegwe, c'est le Covid-19 qui malheureusement emporte notre Manu, notre grand Manu. Et par rapport à ce Covid-19, il y a l'ordre des médecins qui s'est réuni et pense que le ministre constate malheureusement que le ministre de la Santé est presque seul au front. Je crois que le ministre... Ils ont tort de penser ainsi? Je crois que le ministre est dans son rôle, mais peut-être c'est très regrettable qu'il soit seul, justement, à intervenir. Parce qu'en matière de prévention et en matière de sensibilisation, c'est tout le monde qui devrait être mobilisé à des strates différentes. Et je peux imaginer que même le président de la République, aujourd'hui, prenne son téléphone et au hasard comme ça, compose un numéro de téléphone qui va sonner dans un marché à Yaoundé, à Douala, n'importe quel marché du Cameroun, et qu'au bout du fil, la personne qui décroche soit peut-être un Ben Skinner ou une vendeuse, qui soit étonnée d'entendre le président de la République lui dire « Je suis le président de la République et je t'appelle parce que je sais que tu es exposé et que chaque Camerounais est exposé. Ta vie individuelle compte pour le Cameroun. » Et ce serait une perte immense que à cause de peut-être l'inattention ou l'indiscipline, tu sois foudroyé par le Covid-19. Je voudrais t'encourager à accepter les mesures gouvernementales et accepter les consignes qui sont proposées pour que l'ensemble du Cameroun soit épargné. Que si c'est le président de la République qui est au bout du fil,
qui disent ça à un Camerounais ou à 25 millions de Camerounais, mais ça fera la différence. Donc, que le ministre de la Santé le fasse, et il est dans son rôle. Que le président le fasse de la République, il serait dans son rôle. Et que chaque Camerounais le fasse, ce serait la moindre des choses. Donc, peut-être que l'Ordre des médecins interpelle aussi le ministre de la Santé afin qu'il répartisse peut-être les rôles et que ce soit organisé. Par exemple, le numéro vert qui est censé donc orienter les gens devrait être porté par des gens instruits de ce que cela veut dire de répondre à quelqu'un qui est préoccupé, quelqu'un qui est angoissé, quelqu'un qui recherche de l'aide et de l'orientation. Et que plutôt que d'attendre que ce soit les gens inquiets qui passent des coups de fil, en multipliant les postes d'appel, peut-être par région, et en capacitant des personnels pour sensibiliser, ce seraient des postes qui appelleraient, comme on peut le faire pour vendre un produit, n'est-ce pas? Dans le marketing, on sait faire ça. Donc, que de manière aléatoire, des centres d'appel aient pour mission d'assurer que chaque Camerounais ait reçu un coup de fil, pas un SMS. C'est-à-dire que dans un échange téléphonique, on est appelé chaque Camerounais pour parler en one-to-one avec lui, pour qu'il comprenne que ça, c'est une urgence majeure et que la vie de chaque Camerounais est importante, et de manière individualisée, on s'adresse à lui pour connaître sa réalité et l'orienter dans sa situation avec un itinéraire qui ait des chances suffisantes pour préserver sa vie. À ce moment-là, il est probable que la communication autour, n'est-ce pas, de ce danger qui est réel, aura un impact. Parce que le Camerounais, et il n'est peut-être pas seul pour ça, il est relativement délinquant, j'allais même dire très délinquant. Donc, il ne suffit pas qu'une injonction, aussi péremptoire soit-elle, qu'elle vienne d'une autorité aussi importante soit-elle, tant que ça vient sous la forme d'injonction, d'interdit, le Camerounais, il sait que son pain quotidien ne vient pas de la personne qui l'appelle. Donc, il est responsable de sa vie et il va désobéir, non pas parce qu'il ne respecte pas cette autorité, mais il va désobéir parce qu'il a besoin d'assumer personnellement sa propre sécurité. Docteur Sandion, l'Ordre national des médecins pense également qu'il y a ce manque de cohésion gouvernementale par rapport à cette lutte contre la propagation du Covid-19. Écoutez, disons que l'Ordre médecin fait aussi un peu son boulot, mais je crois qu'ils n'ont même pas tout dit. Parce que quand on interpelle le ministre, tout au moins les autres départements ministériels, je pense que c'est un message fort qui laisse traduire la gravité de la pandémie. Le ministère de la Santé seul ne peut pas facilement faire face à la maîtrise, à la propension de cette pandémie. Mais qu'à cela ne tienne, l'autre va même plus loin. Parce que nous avons bien déroulé les phases, les 13 points développés. Mais nous avons une réalité en face, c'est-à-dire qu'il y a un échappement fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on reconstruise la riposte. Oui. Il faut reconstruire la riposte. Moi, j'étais très ému face à la réaction peut-être des pays voisins, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Oui, oui. Vous avez vu, la Côte d'Ivoire a déclenché les moyens forts à partir de 19. C'est tellement que le Sénégal a déclenché à partir de 19, pas mort, 19 cas diagnostiqués. Oui. Il ne faut pas se tromper. Les épidémiologistes, on connaît le coronavirus. On connaît son mode de développement. On connaît sa virulence. On connaît sa percutance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre des moyens pour pouvoir vraiment l'attaquer de tous les angles. Et les moyens, c'est quoi? C'est vrai, toutes les mesures de prévention, de distance, moins de surcharge, ça, c'est des mesures qui vont porter, mais ne vont pas faire l'étanchéité. Il y a des fuites. Et les fuites seront là. Mais il ne faut pas se casser le visage. Il faut reconstruire la politique sanitaire, la riposte médicale. Parce que si on ne construit pas la riposte médicale, je veux dire quoi? Identifier les points de traitement capables d'administrer ne serait-ce que la première phase, parce qu'il y a 3 phases de grippe classifiées. La petite phase de la grippe classique, simple. La phase moyenne, vous avez une pneumopathie qui vous empêche un peu de respirer. Et la phase grave. Quelle est la réponse gouvernementale en termes d'équipement, en termes de formation, en termes d'outils de protection et de consommables? Moi, je ne sens pas le ministère, ou tout au moins notre pays, bouger dans ce sens. Ailleurs, on dit 1000 milliards. 1000 milliards, ce n'est pas pour caresser.
C'est de se donner les moyens. Parce que par définition, si on avait des moyens, tout le monde devait être checké. C'est-à-dire tout citoyen qui circule, on fait son test. Obligatoire. Obligatoire. Les tests positifs, on vous sort de la communauté et on commence à vous surveiller. Ça, c'est ça le principe de base. Maintenant, compte tenu de nos moyens, on dit, on attend celui qui a toussé, qui a chauffé. Bon, déjà, c'est déjà un petit pas restrictif. Si on s'attend à celui qui a toussé, qui a chauffé, faites le test. Parce que si vous ne le faites pas, vous dites, allez rester chez vous confiné. Il a une femme, il a des enfants, il a un chauffeur, il a une bonne. La chaîne se perdure. Et nous allons que vers la gravité. Donc il faut se faire violence. Donc pour vous, le confinement n'est pas la solution. C'est pas ça la seule solution. Il faut tester tout le monde. Il faut tester tout le monde. Si on pouvait, je vous dis, tout le monde sur le territoire, on teste, comme les Coréens ont fait. Vous êtes positif, on vous sort de la communauté. Là, à ce moment donné, c'est vous qui êtes confiné dans un endroit, enfin, un campement médical bien édifié. On vous sort et puis on bloque le développement du coronavirus. Comment ça veut dire ne me saluez pas? Ça, c'est j'appelle ça quoi? Des mesures, peut-être dissuasives, mais non efficaces. Parce que vous allez voir que chez nous, quand on vous dit vous régulez le marché, qu'est-ce que ça veut dire réguler un marché? Dites-moi, un marché à 500 personnes, 600 personnes, vous allez faire entrer un par un, lave la main, 2 ou 10 par 10. Donnez-moi la preuve, l'efficacité de ça. Ben vous allez dire réguler le marché et peut-être ne pas se saluer ou mettre le masque. Quand vous voyez même la qualité de masque sur la rue, ouais, ça va dans tous les sens. Ce n'est même pas des masques normalisés. Donc, on se retrouve encore face à des difficultés et je peux vous dire qu'un malade est susceptible de contaminer 10 personnes. Faites seulement les facteurs multiplicatifs. Vous allez vous rendre compte que dans une ville comme Douala, peut-être à 3 millions d'habitants, je n'en sais rien, si nous prenons seulement un pool de 50 000 habitants, capable de distiller ce coronavirus, je vous jure que les efforts entrepris dans la prévention ne suffiront pas. Mais si nous diagnostiquons tous ceux qui sont susceptibles déjà d'être malades, et là on les sort, et on les contrôle, je pense que la courbe chute. Okay. Enfin, ça c'est mon point de vue de clinicien. Okay. Et là, ça va désengorger les hôpitaux. Parce que le tout tombe dans les hôpitaux qui seront largement dépassés. Voilà. Docteur Herero Ndiengwe, il y a la mesure 3 parmi les 13 du gouvernement, fermeture des établissements publics et privés, la maternelle au supérieur. Et on a vu dans le reportage là, Bafoussam, c'est-à-dire que depuis la semaine dernière, les enfants sont censés rester à la maison. On a vu le maire se plaindre, on en rencontre des enfants dans la rue. Au lieu de rester à la maison, ils se retrouvent dans la rue. Mais ça prouve, et le docteur Sanjon l'a très bien démontré, le caractère inapproprié, inopérant, contre-productif de certaines de ces mesures. Donc c'est fondamentalement, j'allais dire, irrationnel. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'on est porté à prendre des décisions sur la base de la peur, c'est-à-dire une émotion, ben, ça brouille notre capacité à discerner les choses de manière adaptée. Oui. Et donc, ce qui vient et qui semble fort est accepté alors qu'on n'a pas la preuve, n'est-ce pas, de l'efficacité et de l'utilité de cette décision. C'est dire que finalement, de manière collective, nous sommes tous embarqués, n'est-ce pas, dans une vague émotionnelle qui est contre-productive. Donc même les décisions qui sont prises sont émotionnelles, elles ne sont pas rationnelles. Et c'est pour cette raison que les chances sont élevées qu'elles ne produisent pas des résultats efficaces. Donc on peut déplorer ça. Et on peut aussi constater que le grand public, face à cette décision qui ne semble pas très convaincante, ben, épouse l'émotion, mais l'émotion contraire. C'est-à-dire une forme de désobéissance, la colère, etc. Mais voilà, c'est une conspiration, ils font ça pour nous tuer, etc. etc. Ils adoptent eux aussi des attitudes qui sont irrationnelles. Donc finalement, on est tous embarqués dans l'irrationnel. Et parmi eux, il y en aura qui vont prendre les choses vraiment au sérieux. Et ils vont dire, on est vraiment en danger. Et au niveau mental, il y a des personnes qui fonctionnent sous le prisme permanent de l'inquiétude. C'est des personnes anxieuses, des gens qui ont peur. Et chaque fois qu'on aura décrit les signes cliniques, par exemple, dans une communication, ils vont aller sur Internet chercher. Et chaque fois qu'ils vont constater une chose, ils vont vérifier si elles-mêmes, elles n'ont pas ça. Donc, c'est des gens qui sont convaincus d'être exposés et auront toujours une raison d'être inquiètes. Ça s'appelle la nosophobie. Et des personnes qui vont aller maintenant de consultation en consultation parce qu'elles sont convaincues
d'être malade. Peut-être qu'elle s'expose davantage. Hein. C'est les hypochondriaques qui sont convaincus qu'il y a quelque chose de grave qui se passe en elle en ce moment et vont aller consulter. C'est peut-être en allant justement là où beaucoup de malades affluent qu'elles vont finir par attraper le virus, alors que la seule chose qui les aurait poussés hors de leur domicile pour aller consulter aura été l'émotion, c'est-à-dire cette peur, cette angoisse, cette crise panique. Donc, l'ensemble des décisions qui sont prises à la fois par les gouvernants et aussi malheureusement par le grand public semblent être vraiment gouvernées uniquement par l'émotion qui par définition est essentiellement irrationnelle. Donc on a besoin, comme le disait le docteur Sanjan, de mettre en place des mesures qui sont fortes, qui sont rigoureuses et qui sont contraignantes, de telle sorte que personne n'ait la possibilité de choisir une option de convenance. Et pour revenir à l'école, si les enfants avaient été, comme à l'université, mis hors de l'espace universitaire ou des campus, avec la possibilité de continuer d'apprendre, c'est-à-dire d'avoir une discipline quotidienne et individualisée, en déployant, comme aujourd'hui, chacun a un smartphone, un système de cours à distance, sans qu'on ait besoin d'être rassemblés, soit dans un salon, soit dans une salle, peut-être que là, il y aurait un petit bénéfice de la fermeture des campus. Mais pour l'instant, cette fermeture ne semble pas apporter la moindre réponse utile par rapport à la lutte qui doit être engagée face au Covid-19. Autre mesure, après cette réunion interministérielle d'aujourd'hui, Dr Sanjon, on a constaté, le Premier ministre et les autres membres du gouvernement ont constaté que le Covid est là. 66 cas, 51 pour la ville de Yaoundé, 12 pour Douala et 3 pour Bafoussa. Quelle analyse ? Qu'est-ce qu'on doit ? Les autres villes disent que il n'y a encore rien chez nous, on peut faire ce qu'on veut. Non, mais ça me fait toujours sourire. Quand je dis ça, c'est encore des signes de gravité. Oui. Prenez un peu la courbe, ne serait-ce que dans le temps, de l'ascension des nombres diagnostiqués positifs. Et quand vous regardez comment même ces diagnostiqués positifs se trouvent où géographiquement ? C'est fait à Yaoundé. Le Cameroun a 10 régions. Alors, si on rentrait un peu dans toutes les régions, mettait un bon labo qui tournait, je suis convaincu que même les 66 dont on parle, ce ne sera pas ces chiffres. Et ça nous interpelle d'autant plus vrai que cette maladie a ceci de terrible parce qu'il y a des porteurs asymptomatiques qui ne font aucun signe et qui sont déjà suffisamment vecteurs de distribution de ce virus. Donc, ce qui fait que c'est à nous, quand ces signes déjà se présentent, la réponse, nous sommes arrivés tard, la réponse doit être 4 fois plus forte. Parce que nous sommes sûrs que les chiffres ne sont pas justes. Nous avons la dangerosité de ce Covid-19 et nous avons la fragilité des structures d'accueil en face, c'est-à-dire la riposte médicale. Ça se termine dans les hôpitaux. On va faire tout le tour. Bon, même si on nous dit que 80 se soignent spontanément ou guérissent spontanément, il y a 20% de peut-être 5 millions d'habitants. Et ce n'est pas rien. 20% sur 5 millions d'habitants ou 5% qui seront dans les unités de soins intensifs, ce n'est pas rien. Faites un peu les calculettes. Si vous faites, je veux dire, une région, la région du littoral, s'il y avait 100 000 personnes susceptibles de passer dans les soins intensifs, vous faites quoi ? Ce sera dans les rues que vous allez commencer à soigner les Camerounais. Vous ne les soignerez même pas. Ils vont mourir devant vous. C'est tout. Donc moi, je dis très bien que l'ordre de médecins attire l'attention du gouvernement. Déjà, soudez-vous au niveau du gouvernement, donnez-vous tous les moyens, et il faut qu'on cherche les moyens. Parce que le tout, ce n'est pas de dire au ministère de la Santé, notre pays, autant l'a fait dans d'autres secteurs d'activité de la vie nationale, autant on mobilise suffisamment de moyens maintenant pour pouvoir bloquer l'extension de ce virus. Parce que si on ne le mobilise pas, on ne va pas les mobiliser quand on sera en train d'aligner les cercueils. Ce sera très tard. Donc moi, je pense que je ne suis pas alarmiste. Je dis, je suis un thérapeute, je suis un clinicien. Je vous dis, le feu est là. Il faut déjà commencer à se donner les moyens de l'éteindre. Si nous attendons d'être brûlés, d'entrer dans le milieu du feu, je ne pense pas qu'on aurait la force. Et ça ne passe pas seulement par les moyens. La formation. Je vous ai parlé du personnel médical, paramédical. Je vous ai parlé même de la protection du personnel soignant. Le docteur le résume très bien. Si je ne me sens pas protégé, moi je ne soigne pas. Pourquoi voulez-vous que moi j'expose ma vie
pour une autre personne. Ça, c'est quand même trivial. Il y a quand même le réflexe d'autoprotection. Si le soignant a l'impression qu'il est 4 fois, puisque les hôpitaux seront transformés en nid de foisonnement de coronavirus. Mais qu'est-ce que les gars font? La réponse, c'est où? Et puis, j'aime bien le dire, le corona n'est pas la seule affection humaine. Est-ce qu'on va arrêter tous les hôpitaux à un moment donné pour ne soigner que le coronavirus? C'est pour ça qu'il faut même le dédier peut-être à des hôpitaux maintenant spécialisés à grande échelle. Oui. Vous avez une hernie étranglée à 2h du matin, le bloc opératoire, toutes les machines sont parties. Et puis même le cycle de désinfection des hôpitaux, vous vous êtes donné les moyens, puisque c'est à l'intérieur que ça va encore se propager 4 fois plus. Okay. Donc moi je pense que oui, c'est bien beau la phase préventive, mais il faut affronter la réalité pratique de tous les jours. Ok. Merci Dr Herrero. Votre mot de la fin? Nous sommes arrivés au terme de l'édition. Mais je crois tout simplement qu'il ne faut pas attendre d'être mort pour se préoccuper du type d'enterrement, n'est-ce pas, dont on va peut-être bénéficier, et que chacun devrait se donner les moyens de rester en bonne santé. Et quand une menace comme celle-ci qui est avérée se présente, on ne devrait pas attendre non plus des instructions autoritaires, n'est-ce pas, mais on s'organise pour être soi-même responsable de sa sécurité. Si en plus de ça, on a une aide qui viennent de la manière dont le système est organisé, c'est tant mieux. Mais chacun est responsable de son comportement, chacun est responsable de sa santé, et c'est peut-être à ce niveau qu'il faudrait interpeller chacun de nos concitoyens. Docteur Sandiaron? Je dirais que j'ai été très ému quand j'ai vu l'équipe médicale cubaine débarquer en Italie pour soigner les Italiens. Sans masque? Sans masque, sans rien du bon, ça c'est une bonne chose. Mais pour ce qui concerne mon pays, moi je dis toujours... Nous avons en face... Expliquez-nous un peu, voilà, vous évoquez, expliquez-nous un peu cette image. Dites-nous, expliquez-nous. Mais écoutez, moi je pense que les Italiens... Sans masque, sans rien, sans masque, mais ils sont applaudis de tout le monde. Je me dis que les valeurs ont été renversées. Je n'irai pas plus loin. Non, je voulais qu'on reste au niveau de l'absence de masque. Hein. Pas l'autre côté. De... Ça veut dire qu'ils sont immunisés. Voilà, ok, c'est parce que je voudrais comprendre cette image. Merci à vous, Dr Sandion, d'être venu. Voilà, merci, Dr Herrero. Djengwe. Merci également au Dr Serge Tchamboué qui était avec nous via Skype. Merci à toute la grosse équipe conduite par Séverin Tchouban. On vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, le centre intégré de prise en charge de la drépanocytose. Bonsoir comme ça, tous les drépanocytaires de ce côté-là. Ils sont au niveau de l'hôpital Lacantini de Douala. On était avec un de vos encadreurs, le docteur Herrero Djengwe. Bonsoir à vous. Un chant s'élève au lointain, invitant aux prières du soir.